Bonjour Loïc. Bonjour Marion. Bienvenue sur notre émission La Réunion se la raconte. Alors d'ailleurs, je tiens à dire que c'est toi qui as trouvé le nom. Ouais. Merci beaucoup. Bah de rien, ça fait plaisir. Alors le premier épisode était avec Jérôme Picard du coup de Foliebox et là donc sur son côté entrepreneurial on va dire. Ouais. Et là on enchaîne avec toi aujourd'hui sur un sujet complètement différent. On va parler de l'histoire de la Réunion, la culture de la Réunion. Ouais. Et voilà, donc on s'est dit que c'était hyper intéressant parce que c'est un sujet qui allait être, c'était un sujet qui allait concerner tout le monde en fait sur la Réunion. Ouais, et c'est ça. Voilà, donc je vais te demander déjà, présente-toi. Ok. Loïc. Alors moi, c'est donc Loïc Nativel. Je suis raconteur d'histoire, donc guide en fait à la base. Je suis aussi auteur donc du livre Ôter mon pays et créateur d'affiches. Donc en fait, je me suis donné un peu comme mission entre guillemets à mon niveau de transmettre l'histoire de la Réunion, mais de manière différente, que ce soit à l'oralité, que ce soit à l'écrit, etc. Et de façon à ce que le monde il connaît un peu mieux d'où ça sort en fait. Hein. Voilà. Donc qu'on connaisse mieux nos origines et voilà, qu'on arrive à avancer plus sereinement. Alors déjà, on va commencer par parler du tout début en fait, donc la colonisation à la Réunion. Ouais, ouais. Même si c'est pas le début de la Réunion, mais de toute façon là, le thème principal qu'on va devoir aborder, c'est comment on a réussi à vivre ensemble là où le monde entier n'y arrive pas. Ouais. Quelles sont tes analyses là-dessus? Et donc, du coup, on va commencer par le début, donc la colonisation de la Réunion. Ouais, alors la Réunion, elle a été colonisée en 1663. Donc voilà, ça fait voilà, un peu plus de 300 ans, et bien plus de 300 ans même. Et du coup, les gens, quand ils sont venus ici, c'était d'origines diverses. Hein. Il y avait des Européens d'Europe occidentale, tu as eu des esclaves malgaches qui ont été emmenés de force. Plus tard, il y aura des esclaves africains, tu auras des engagés indiens, tu auras aussi des engagés chinois, des indo-musulmans. Rappelle juste ce que c'est des engagés. Alors, les engagés, en fait, ce sont des gens, à la différence des esclaves, qui sont payés pour leur travail, en fait, tout simplement. Mais qui sont traités très durement, de par leurs origines, mais qui ont quand même un salaire. Voilà. Okay. Donc c'est ça la différence fondamentale. L'esclave, lui, et à savoir que l'engagé pouvait continuer à pratiquer ses cultes, avoir sa propre religion, alors que les esclaves ne pouvaient pas. Voilà. Donc, et finalement, beaucoup de choses nous sont venues aussi des Malgaches à travers le marronnage. En fait, c'est les marrons qui ont transmis des croyances liées aux Malgaches, comme le Sabès Cabaret par exemple, ou même le Maloya, etc. Voilà. Ok. Et moi, j'avais entendu aussi que les religions n'étaient pas forcément acceptées, même pour les engagés, en fait. Et c'est pour ça que les Malbars ont plein de temples dans leurs cours, tu vois. Et puis, à des moments différents, tu vas avoir des fêtes. Les marches sur le feu, tu as un peu toute l'année. Alors que la Pentecôte à l'église, c'est la Pentecôte pour le monde entier. Oui, bien précis. Et en fait, les Malbars, c'est vrai qu'on a beaucoup de fêtes à des moments différents à cause de ça, justement, parce que les religions n'étaient pas acceptées, que chacun faisait dans son coin. J'avais entendu ça. Mais Oui, en fait, les religions ont été tolérées, plus ou moins, mais il fallait que ce soit un peu discret, quoi. Ah oui. Voilà, en particulier pour ça a duré ce truc-là. Hein. Ça a duré longtemps, ça a duré longtemps. Du coup, ça a laissé des séquelles, des traces, et des fonctionnements différents aussi. Alors, il faut savoir que pour l'hindouisme, donc pour les Malbars, en fait, c'est probablement des gens issus de la caste des Intouchables qui sont venus en tant qu'engagés ici. Et les Intouchables, ils ne pouvaient pas pratiquer l'hindouisme. Par exemple, le Dipavali, le Holi, tout ça, c'est des trucs très récents dans l'histoire de la Réunion. En fait, à la base, ils pouvaient faire que la marche sur le feu, parce que c'est tout ce qu'ils connaissaient en fait. Et ils pouvaient prier que certains dieux. Donc c'était assez limité. Mais après, quand on arrive ici, ils se sont dit, bon les gars, au fil du temps, on va pouvoir faire aussi autrement. Et du coup, ils ont commencé à fêter le Dipavali, le Holi, mais le Holi, c'est extrêmement récent. Ça fait que quelques années que ça existe. Oui. Et en même fait, petite, j'ai pas le souvenir qu'il y avait le Holi. Non, il n'y avait pas ça. Et en fait, voilà, donc il y avait cette tolérance. Mais ce qui est fou, c'est qu'ils étaient bien qu'engagés, ils étaient quand même
grandement invités à aller à l'église le dimanche. Oui. Ce qui fait que tu as des hindous en fait, qui sont retrouvés à l'église, sur les bancs de l'église le dimanche, mais alors qu'ils ne croyaient pas. Typiquement ma famille. Ben voilà, et en fait, du coup, il y a eu un mix de religions finalement, parce qu'ils ont continué à pratiquer l'hindouisme, mais tout en allant à l'église. Et au final, il y a des pratiques en fait qui, comment dire, on voit dans la culture réunionnaise des traces de ça, des mélanges de religions comme ça, et de croyances, et en fait, ça vient de là. Ok. Voilà. Du coup, on a un vivre ensemble en fait, de qualité, parce que bon, c'est accidentel. Le vivre ensemble réunionnais est totalement accidentel. C'était pas du tout prévu comme ça. En fait, ils ont pris des engagés parce qu'ils ne voulaient pas payer leurs affranchis. Parce que payer des engagés, ça revenait moins cher que de payer des affranchis, en fait. Tout en les traitant de manière quasiment inhumaine. Et en fait, ils ont fait... Et aussi, il faut savoir que quand ils ont fait venir des engagés de l'Inde, par exemple, au 19e siècle, ça a amené des maladies. D'où la création des lazarets d'ailleurs. C'est là où on a créé les lazarets, les lieux de quarantaine, parce que il fallait faire attention aux gens qui rentraient, mais ça n'a pas empêché des maladies de rentrer. Et en fait, ça a créé aussi des problèmes, mais c'était pas, en tout cas, c'était pas prévu au départ. Ils ne se sont pas dit, ils vont vivre ensemble, ça va bien se passer. Non, vu le petit territoire qu'on a, on a 2500 km² à La Réunion, ça aurait pu être extrêmement tendu en fait. Voilà. Du coup, donc, on revient à cette histoire donc, de colonisation. Là, donc, on a des colons qui arrivent un peu partout d'Europe. Voilà, d'Europe occidentale de base, donc Hollande, Angleterre, France, Portugal. Donc, ils arrivent ici, ils ont des terres, donc on leur donne des concessions de terre. Il faut savoir que la plupart étaient d'anciens pirates, en fait, qui sont en fait reconvertis en colons parce que la vie de pirate c'était un peu chaud. Donc ils sont... Raconte-nous un peu cette vie de pirate. En fait c'était assez ouf parce que c'était des gens en fait. On prend l'exemple, moi mon ancêtre, j'ai un de mes ancêtres qui est anglais, qui est un pirate anglais en fait. Toi t'es un Yab. Moi je suis un Yab, voilà. Ouais. Donc en fait les Yab descendent beaucoup pour la plupart d'anciens pirates. En fait moi mon ancêtre s'appelait Edouard Robert, il est né à Londres en 1675, il est parti pour les Caraïbes. Des Caraïbes il est parti pour l'océan Indien. Il a dû traverser l'Atlantique 2 fois, il a passé le cap de Bonne-Espérance et s'est posé ici et a fondé sa famille. Le gars est mort à 70 ans à l'époque, ce qui était incroyable. C'était une durée de vie exceptionnelle avec la vie qu'il avait. Et en fait, ça montre quoi? Ça montre que c'était des gens qui avaient une force assez incroyable en fait. Mais que ce soit les pirates, que ce soit les malgaches, les esclaves malgaches, les engagés, etc. Tous ceux qui sont venus à La Réunion sont venus par la mer. Fallait qu'ils arrivent. Et il fallait qu'ils arrivent vivants ici. Et en fait, beaucoup mouraient en fait au cours du chemin, au cours des traversées. Et ceux qui arrivaient là, c'était ceux qui étaient le plus costauds en vérité. Et nous, aujourd'hui, on hérite de la force de ces gens-là. Mais quand je dis ça, c'est au niveau génétique. Hein. On a des gènes de fou furieux, nous, les Réunionnais. Donc, on a la race, comme on dit. Mais du coup, on hérite de tout ça. Et en fait, ça doit nous servir dans nos vies aujourd'hui, tout à chacun, comme moteur, en fait. Voilà. Mais du coup, voilà. Donc, on a des pirates donc de diverses origines et qui, en passant, ont dû planquer quelques trucs à droite, à gauche. Hein. Voilà. Il y a des trésors, Il y a des trésors comme celui de la Buse, mais il y en a plein en fait qui ont été cachés. En deux mots, la Réunion du XVIIe et XVIIIe siècle, c'est décrit par les historiens comme un coffre-fort pour pirates. Mais non. Ça veut dire que si, en fait, ils planquaient plein de trucs ici parce qu'on a donc été colonisé en 1663, mais la Réunion est connue depuis les années 1400 à peu près. Donc ça fait qu'on a été une île déserte pendant très longtemps, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Hein. Et donc, qui dit île déserte, dit plein de cachettes potentielles. Et comme on était sur la route des Indes, en fait, tu avais deux endroits où c'était intéressant de pratiquer la piraterie. C'était dans les Caraïbes, sur la route des Amériques, et sur la route des Indes. Donc, c'est tous les bateaux qui quittaient l'Inde et qui remontaient vers l'Europe. En fait, les pirates, ils prenaient ces bateaux-là. Et en fait, ils planquaient des trucs dans les îles qui étaient dans la zone. Et la Réunion, il y avait énormément de cachettes. Et en plus, il n'y avait pas de port. Le fait de ne pas avoir de port, en fait, ça incitait plus les marins et les pirates à aller à Maurice ou à Madagascar ou à l'île Sainte-Marie que
qu'à La Réunion. Parce que c'était compliqué de mettre le bateau au large, de descendre dans des chaloupes, tout ça. Donc en fait, les gars se sont dit, on va peut-être pas trop venir ici. Et c'est pour ça qu'on avait plus tendance à planquer ici. Tu vas pas planquer ton truc là où plein de gens passent en fait. Ouais, c'est clair. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a plein de trucs qui ont été cachés et qu'on découvre de temps en temps. On en a trouvé un en 1985 à Saint-Paul. Les gars ont creusé enfin c'était une entreprise, ils ont creusé un trou dans une cour pour faire une fosse septique et ils ont trouvé une jarre avec de l'or dedans. Mais non. Et donc nous pensons que le thème Zarlor c'est pour dire trésor à La Réunion, on pense que ça vient de là. Les gars font se dire Zarlor, ils ont dit on met un Z devant et on dit Zarlor. Et donc en fait ils ont trouvé une jarre avec de l'or et ça arrive de temps en temps. Que les gens fouillent un trou de quoi. Ah ouais. Et dis non. Eh ben ouais, c'est intéressant. Ou sinon, tu as aussi tu as des roches gravées en fait dans l'intérieur de l'île. Moi, j'en ai vu une quand j'étais ado avec des inscriptions en latin, en anglais et en français. Ah ouais. Sur une énorme roche. Et du coup, cette roche, on pense qu'elle a été, elle servait de marqueur pour trouver quelque chose. Ok. Donc, mais ça. Voilà, c'est un des trucs parmi tant d'autres, mais voilà. Donc là, c'est la colonisation. Donc là, tu as les gros blancs, comme on les appelle, les colons. Voilà, à la base. Et après, tu as les Yab. Alors, les Yab, ça reste assez flou, l'origine. Ouais, alors en fait, du coup, au début, les gars, c'était pas des gros blancs, c'était donc des blancs européens, donc, mais qui ont eu des terres. Et en fait, ils avaient des concessions de terre. Et ils avaient 5 ans pour rentabiliser la terre. Donc, il fallait qu'ils travaillent dur. Hein, donc, assez rapidement, donc ils ont pris des esclaves. Ils ont rentabilisé la terre. Et en fait, c'est les troisième génération qui étaient entre guillemets gros blancs, parce que là ils avaient le temps de s'enrichir machin. Et en fait, au début ils ont fait du café. Le café. À un moment donné, le café s'est cassé la figure. Et du coup, il y a eu une crise économique. Les gens les gros blancs entre guillemets à ce moment-là, qui n'ont pas pu faire le virage vers la canne à sucre, ils ont vendu leur terre pour une bouchée de pain. Et là, c'est les plus gros blancs qui ont pris ça. Et donc ces gens-là, ils se sont trouvés pauvres et ils sont allés dans les hauts. C'était les terrains qui leur restaient, mais du coup ils ont vécu donc de culture vivrière. Et dans les hauts, ils étaient au contact de marrons, hein, donc c'était un peu chaud pour eux, mais ils ont dû cohabiter avec les marrons ou les chasser. On ne sait pas trop comment ça s'est passé, mais. Rappelle, est-ce que c'est. Alors le marron, c'est donc un esclave en fuite. Ok. Ça vient de l'espagnol cimarrón. Je ne sais pas si je prononce bien, mais cimarrón. Donc ça veut dire, ouais, en gros ça. Et en fait, ça veut dire animal en fuite. C'est pour qualifier un animal en fuite. Les Français ont récupéré la fin du mot, marron, pour qualifier leurs esclaves en fuite. Et donc c'est devenu le terme pour dire ça. Donc les marrons, en fait, ce sont donc les esclaves qui partaient dans l'intérieur de l'île et qui, pour se cacher en fait, hein, pour fuir leurs conditions. Et donc les petits blancs, les blancs pauvres, après la chute du café, ils sont allés dans les hauts. Et ils ont dû cohabiter avec ces gens-là. Okay. Ou les chasser donc. Et donc, avec le temps, les Blancs des Hauts, quand ils auront des enfants, leurs enfants ne seront pas baptisés. Et comme l'enfant qui n'est pas baptisé selon l'Église peut abriter le démon, on les a appelés les petits diables. Donc ensuite, on a créolisé ça, on a dit petit diable, puis tiab. Ok. Voilà. Donc le mot yab vient de petit diable. Voilà, et donc c'est un terme péjoratif à la base, hein, de ouf. Mais du coup voilà, maintenant c'est devenu un terme pour qualifier les blancs des hauts. Café, en fait c'est simple, les blancs qui sont devenus essentiellement producteurs agricoles, à la base c'est des petits blancs pauvres. Le gros blanc entre guillemets, on va dire, je sais pas si on cite, mais on va dire les grandes familles, par exemple, de l'époque des Bassins, des Villèle ou des choses comme ça, ou des Cavégaines, ces blancs-là, eux, ils touchaient à tout. Ils faisaient du café, de la canne à sucre, du coton, je sais pas moi, du rhum, j'en sais rien. Ils faisaient plein de choses, en fait. Alors que le petit blanc pauvre, entre guillemets, lui, il ne pouvait faire que de l'agriculture. Ouais. Il n'avait pas les moyens de faire autre chose, ou on lui a fait croire qu'il n'avait pas les moyens de faire autre chose. Et puis au niveau de l'éducation aussi, il y a eu une cassure à un moment donné. Il y a beaucoup de petits blancs qui ne pouvaient plus s'éduquer, comme les gros blancs. Et donc forcément, ils ont fini par croire qu'ils ne pouvaient être qu'agriculteurs. Ok.
ce qui est encore un peu le cas aujourd'hui, mais ce qu'il faudrait peut-être casser, cette idée-là. Voilà. Donc là, en fait, on n'a pas parlé du tout des CAF. Du coup, là, à quel moment... Donc là, ils arrivent en même temps que les colons, je suppose. Alors, le CAFRE, si tu veux, au début, les esclaves sont malgaches, essentiellement. Voilà. Mais le tout premier esclave de la Réunion était un jeune Malabar. Ok. Qui donc était indien, mais il ne pouvait, selon la loi, il ne pouvait pas être tombé en esclavage. Mais c'était un peu... Comment ça se fait ? Ils ont détourné la loi, en gros. On dit, oui, bon, il est un peu foncé de peau, donc on va dire qu'il peut être esclave. Alors que non, il y avait une loi de l'époque qui disait que les Indiens ne pouvaient pas tomber en esclavage. Par rapport, ça faisait surtout référence aux Indiens d'Amérique. Okay. Quand je dis la loi, c'est une loi française, du Royaume de France. Mais ça touchait surtout aux Indiens d'Amérique, en fait. Mais les Indiens d'Inde, ils se sont dit, les gars, en fait, c'est quand même notre pays, l'Inde. En fait, si Christophe Colomb s'est gouré de pays, en gros, c'est pas notre pays, parce qu'en fait, Christophe Colomb, quand il a découvert l'Amérique, il croyait que c'était l'Inde. Et on a continué à les appeler les Indiens. Mais du coup, les Indiens ont été incorporés à ça. Mais comme ils étaient foncés de peau, de temps en temps, on détournait la loi en disant voilà. Mais donc, le premier esclave était Malabar. Après, sinon, ils sont que malgaches, quasiment. Et après, les esclaves africains qu'on va appeler des CAFRE, eux, ils viennent de la côte est africaine essentiellement, du Mozambique, et de ce qu'on a appelé le pays des CAFRE. Mais le pays des CAFRE, en fait, c'est un terme générique pour qualifier plusieurs royaumes d'Afrique de l'Est. D'accord. En fait, c'est un peu comme dire, je sais pas moi... frigidaire pour des réfrigérateurs. Okay. On dit plus, c'était une marque à la base. Et le CAF c'est pareil. C'est une sorte de marque pour dire noir d'Afrique. Mais c'est un peu péjoratif péjoratif non c'est pas ça, c'est réducteur, voilà. Parce qu'en fait c'était plein de royaumes différents. Mais comme on n'allait pas dire oui, lui vient de tel royaume, c'est ça. Voilà. Et donc on a. Mais après on réfléchit simple à la Réunion, je trouve, et c'est très bien, je trouve. On réfléchit simple, ça permet de gagner du temps. Voilà, mais en fait après on a et puis même de pas partir dans des débats comme peut exister en métropole, je trouve que ça simplifie le truc. Moi je suis un tel, je suis tel pays, je suis tel machin. Je suis malbaraise, l'hôtel les arabes, voilà, les oreilles. C'est ça. Ça permet de simplifier. Ça permet de simplifier. Après. Même dans le rapport avec l'autre, je trouve que ça simplie tout. Mais c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai ce que tu dis et je pense que ça joue aussi sur notre vivre ensemble. Du coup, mais après historiquement, il faut quand même le dire, voilà, c'était quand même un terme générique. Mais aujourd'hui, c'est devenu une fierté. En fait, les gens sont fiers de dire, moi, Moun Liekaf, il dit, moi, Kaf. Moi, je suis CAF, voilà, je suis fier de mes origines CAF, machin. Parce que après, tu as les origines, c'est comme d'ailleurs le thème créole. Les gens, nous les fiers de dire nous les créoles. Mais le thème créole, c'est aussi un terme qui a été inventé par les puissances coloniales pour parler des gens des îles. Pareil, c'est un terme générique. Mais en fait, après, il faut que nous-mêmes, on crée notre propre identité par rapport à ça, en se détachant de ce qu'on a voulu faire de nous à la base. Mais voilà, donc voilà, pour simplifier, le CAFRE, c'est d'origine d'Afrique de l'Est, mais il y avait aussi des esclaves d'Afrique de l'Ouest au début, parce que du coup, il n'y avait pas de comptoir dans ce côté de l'Afrique. Ils ont fait venir les comptoirs des gens qui partaient pour les Antilles. Okay. Et en fait, ces pauvres malheureux, ils devaient descendre toute la côte africaine, passer le cap de Bonne-Espérance, ça prenait des mois. Ils étaient tous entassés à fond de cale. Et en fait, arrivés ici, ils étaient quasiment tous morts. Et en fait, c'est dans un souci de rentabilité, ils se sont dit, on va aller ouvrir des comptoirs un peu plus près, parce que vu qu'ils sont tous morts quasiment en arrivant. Et il y en avait certains qui survivaient en arrivant ici. Donc, t'imagines les gens qui descendent de ces gens-là. Encore une fois, je reviens sur la force qu'on a, les gènes de fous qu'on a, c'est exceptionnel. Et donc voilà, donc tu as Afrique de l'Ouest, puis Afrique de l'Est, Madagascar, ça aussi il faut le noter, mais les esclaves malgaches, en fait quand ils venaient ici, la traversée était assez courte. Heureusement pour eux. Donc c'est de qualité quoi. Non, oui, mais moins en tout cas que les Africains de base. Mais en fait, quand je dis ça, c'est que quand on compare les esclaves de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest, qui sont allés jusqu'aux Caraïbes ou jusqu'aux Antilles, ils ont souffert mais d'un point inimaginable en fait.
parce que plus la traversée est longue, plus tu souffres. Et alors que, en fait, nous, les esclaves malgaches qui sont arrivés ici, ils ont souffert aussi, évidemment, hein, bien sûr, mais ils ont souffert moins longtemps. De la traversée, je parle. Hein. Ça joue aussi sur l'impact que ça a sur les gens plus tard ensuite. Quand si on parle de gènes traumatiques, en fait, le traumatisme est moins prononcé. Je fais très attention quand je dis ça, hein, parce que c'est pas de dire que ils ont moins souffert, ils ont pas souffert, ils ont souffert moins longtemps. Ouais. Et ça joue aussi sur nos gènes, mais aussi sur notre virulence en fait, entre guillemets. Tu vois, en tant que peuple, par rapport aux Antilles ou la Calédonie, l'histoire est très différente. Voilà. C'est ça. Ok. Donc là, on a parlé des caves, des malgaches. La suite, c'est quoi, du coup? Après, du coup, tu as donc quand l'esclavage en fait va être aboli, donc en 1848, 20 décembre, hein, notre fête de CAF, du coup, fête de la liberté, c'est la date de l'abolition de l'esclavage. À partir de là, on est censé, on affranchit tous les esclaves. On est censé leur donner du taf à ces affranchis, sauf qu'il y a, bon, je simplifie, hein, mais en gros, les maîtres, les anciens maîtres ne voulaient pas trop payer leurs affranchis, hein, et donc ils sont allés chercher des engagés qui vont payer moins cher. Les affranchis vont se retrouver sans travail, beaucoup vont mourir en fait parce que ils pouvaient pas s'en sortir quoi. Ça va être très dur pour eux et on va faire venir des engagés donc d'Inde, mais alors l'Inde coromandelle, pas l'Inde Malabar. En fait, tu as la côte Malabar qui se trouve au sud-ouest de l'Inde et tu as la côte coromandelle qui se trouve au nord-est. D'accord. Donc c'est pas le même coin de l'Inde. Okay. Et en fait, du coup, la pratique de l'hindouisme est différente, tout ça, bref. Mais les gens de Coromandel, quand ils sont arrivés ici, demande la création de Malbar. Hein. Nous, c'est pas de Malbar, nous, c'est de monde Coromandel. Ouais, c'est pareil. Mais du coup, c'est c'est ceux qu'on considère comme Malbar. Ils sont typés pareil, mais ils sont différents. C'est comme comparer un Corse avec un Breton. Oui, voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Mais bref, il y a eu dans le nord, ils sont un petit peu plus blancs que dans le sud. Dans le nord, oui, mais là, c'est pas le nord-nord. Hein. Okay, c'est le nord, le nord du sud. Le nord, voilà, c'est ça. Après, parce qu'après, c'est ce que nous appelons les Arabes, du coup, c'est le nord-nord. Oui. C'est les Indo-musulmans, et donc qui viennent, eux, tu as eu quelques engagés. Et en fait, ensuite, ils viendront en tant que travailleurs libres pour ouvrir en fait des commerces. Okay. Voilà. Donc les Chinois aussi viendront en tant qu'engagés, donc de la région de Canton essentiellement. Ça c'est bien après, non? Ça, c'est même pas. Il y a eu un truc en fait à cheval entre dès 1820, on a recensé déjà des engagés chinois et indiens. Ça veut dire que tu avais des engagés qui travaillaient en même temps qu'avec des esclaves. Ah mais oui, et c'est pour ça qu'il y a des Chinois qui sont catholiques aussi. Aussi, voilà, parce qu'en fait, pareil, eux quand ils sont arrivés en tant qu'engagés, on leur a dit oui les gars, faut aller à l'église en fait. Hein. Bon après vous faites vos trucs de Nouvel An, tout ça, mais voilà. Donc ils ont eu ce mix aussi. Mais ce qu'il faut noter quand même, c'est que entre 1848 et 1859, tu as eu ce qu'ils ont appelé le rachat préalable en fait. Ils continuaient à acheter des esclaves à Madagascar et en Afrique, qui faisaient passer pour des engagés. Ah. Et ça, c'était abject à fond, parce que c'était complètement pour détourner la loi, en fait. Bah oui. Ils détournaient la loi, en fait, ils les achetaient là-bas, comme avant, ils les affranchissaient, et ils leur faisaient signer un contrat d'engagé, ça fait que les gens ne savaient pas ce qui se passait, en fait. Ils n'avaient pas trop lire ni écrire, ou en tout cas pas cette langue-là. Et du coup, ils se retrouvaient, ils ne savaient pas, et on leur disait sûrement, c'est bien, maintenant tu vas être payé, mon gars. T'as vu, les conditions sont quand même mieux maintenant. Et en fait, ça a duré pendant 11 ans. Et il a fallu une épidémie de choléra qui va être amenée en 1859 par un type qui n'a pas voulu passer par le lazaret. En fait, il a voulu décharger, c'est parce que son truc était très très bancal. Donc il a déchargé des gens du Mozambique qui ont propagé une épidémie de choléra. Ça a tué 3000 personnes à l'époque. Et là, les gens ont dit, bon, les autorités ont dit... Combien de personnes? 3000 personnes à l'époque. Et là, ils se sont dit, bon, on va arrêter le système de rachat. On arrête de fermer les yeux, en fait. On a interdit ça et maintenant, on ne prend plus du tout de gens comme ça. Ah oui. Et donc, pendant 11 ans, donc on a tendance à croire qu'en 1848, c'est bon, c'est fini, tout le monde est frère et sœur, machin. Pas du tout. Ça a été très, 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 très progressif. Et voilà, donc tu as ça. Tu as ensuite, les engagés indiens, les Chinois,
les Arabes, donc les Indo-musulmans. En fait, les Chinois et les Indo-musulmans, eux, ils sont venus en tant qu'engagés, puis ils ont compris que couper de la canne, c'était quand même difficile, c'était fatigant. Ils se sont dit, on va peut-être retourner dans notre pays au bout de 5 ans, parce qu'il restait 5 ans à chaque fois, C'était des contrats de 5 ans. Ils retournaient en Chine, pour les Chinois, et en fait, ils transportaient de la marchandise, donc ils créaient des ponts commerciaux entre la Chine et la Réunion. Ils importaient de la marchandise ici, ils ouvraient des boutiques pour vendre leurs marchandises dans leur propre boutique. Et c'est pour ça que ton grand-père... Oui, mon grand-père, ouais. Mon grand-père, en fait, il travaillait pour le Chinois, dans les Hauts. Moi, je viens de Dan, dans les Hauts de la Possession. En fait, mon grand-père paternel, il travaillait pour le Chinois et il allait récupérer de la marchandise au port, en bas, à la Possession au port. Il remontait avec ça dans les Hauts, sur son dos, quoi. Incroyable. C'est des ballots de marchandises et c'était extrêmement difficile. Et il était maréchal ferrant aussi pour. Et nous, on pleure quand on fait une rando avec un sac et de 3 kilos. Nous pleurons avec notre sac 3 kilos, notre chaussure à Salomon. et je pense que quand ils nous regardent, ils doivent se dire, ça quand même. Ils sont un peu trop dans le confort quand même. Hein. Voilà. Mais donc mon grand-père, ça fait pas longtemps. Et en fait, les Chinois, ils ont été victimes de rejet quand ils sont arrivés. Okay. Comme les Malbars, comme les Indiens, comme les Indo-musulmans, tout ça, on les a rejetés. Hein. On a dit oui, vous volez notre travail, vous prenez notre place, nanana, ce discours-là qu'on peut encore entendre aujourd'hui. Et en fait, ce qu'ont fait les Chinois, par exemple, en fait, ils se sont intégrés. Ils ont appris la langue, ils ont appris le créole réunionnais, avant même d'apprendre le français, en fait. Parce qu'il fallait pouvoir communiquer avec les clients, c'est plus facile de parler la langue. Donc, ils ont appris le créole réunionnais, ils ont appris le français. Ils ont continué à garder leur propre langue aussi. Ils ont ouvert des commerces, ils ont donné du travail aux Réunionnais, aux Yab en l'occurrence. Et en fait, et puis ils ont emmené la bouffe aussi. Hein. Et le riz. Hein. C'est les Chinois qui nous ont rendus quasiment dépendants au riz. Hein. Tu vois, je pensais que c'était les Indiens, ça. Non, okay. C'est plus les Chinois. Okay. Et avant, les Chinois, on mangeait pas trop de riz, beaucoup moins. Et donc c'était quoi, on mangeait quoi? Patates, manioc, songe, tout ça. Enfin, c'était plus les racines, tout ça. Et donc, les Chinois se sont rendus indispensables, en fait. Ils nous ont donné du travail, ils se sont intégrés. Et aujourd'hui, un Chinois, c'est un créole comme c'est un créole chinois. Bien sûr. Voilà. Et le Arabe, lui, pareil. Il a nidé halal, il a fait le commerce du tissu, lui, essentiellement. Donc, ils ont pris la rue Maréchal Leclerc. Et c'était pas des engagés, là, les Arabes? Alors, au début, il y a eu je pense qu'il y a eu des engagés aussi. Et ils sont venus en tant qu'engagés au début pour voir comment ça se passait. Tu sais, il y a des éclaireurs comme ça. Et après, ils sont revenus en tant que travailleurs libres. Et là, ils ont vu le potentiel, tout simplement. En venant en tant qu'engagés, ils ont vu qu'il y avait un potentiel de ouf. Ils se sont dit, attends, mais... Par exemple, les Chinois, ils ont dit, il n'y a pas de boutique dans les Hauts. Eh ben, on va ouvrir des boutiques dans les Hauts. Les Arabes, le tissu, c'est pas ouf ici, les vêtements et tout. Et les vêtements, à cette époque, les gens se transmettaient les vêtements de génération en génération, tellement c'était précieux. Donc, eux, c'est une qualité incroyable. Qualité de ouf, exactement. En tout cas, on ne veut plus payer. Mais à l'époque, ils faisaient des vêtements incroyables. Et en fait, ils ont construit la mosquée de Saint-Denis, là, la première mosquée de France, du coup, et de la Réunion. Elle a été construite autour des commerces des Arabes, donc, des Indo-musulmans. Elle a été construite, elle a été construite au début du XXe siècle, 1905, si je ne me trompe pas. Fin 19e, début 20e. Et donc, elle est... En fait, ils ont créé leur commerce autour parce que ils ont besoin d'aller faire leurs prières plusieurs fois par jour. Donc, d'où la nécessité d'avoir la mosquée à côté. Forcément. Voilà. Et donc, Donc, là, tu as ce que j'aime appeler l'arc-en-ciel de peuple réunionnais, en fait, qui se constitue à ce moment-là. Mais chacun, en fait, a dû s'adapter, a dû s'intégrer pour se faire accepter. Et aussi, donc à un moment, il y a eu cet échange au niveau des cultures et des religions. Chacun a montré aux autres ce qu'était sa culture. Et c'est ça qui a tissé le vivre ensemble réunionnais. Parce que si chacun était resté dans son coin à faire son truc, par exemple les Malbars, au début, on leur disait ta marche sur le feu, fais-la un peu loin dans la forêt là-bas, nous on ne veut pas voir ça. Parce que nous, on est chrétiens, tout ça. Et en fait, à cette époque-là, quand ils étaient cachés, ils devaient se cacher,
bah, les gens pensaient qu'ils faisaient des sacrifices humains dans les cérémonies. Ils se disaient, mais machin, ils disaient, mais on l'a fait. Oui, s'ils s'étaient cachés, forcément, tu t'imagines tout. Mais tu t'imagines tout, ils se disaient, mais non seulement. on fait des sacrifices humains. Hein. Ok. Non, mais en fait, t'as le sacrifice d'animaux. Donc, à La Réunion, et je crois que ça n'existe plus en Inde, mais à La Réunion, on continue à faire des sacrifices d'animaux, ce qui fait partie de la culture. Les gens, en fait, quand ils entendaient l'animal, donc en l'occurrence le cabri, crier avant de se faire sacrifier, c'est impressionnant quand même. En fait, les gens pensaient que c'était des enfants qui criaient. Donc non seulement ils pensaient que c'était des sacrifices humains, mais en plus que c'était des enfants. Et donc ils ont créé ça a créé un rejet en fait de cette communauté-là. Mais quand les Indiens Malbar a dit viens voir comment ça se passe, vous allez voir qu'il n'y a pas de sacrifice, voilà. Les gens ont dit oui effectivement. Et en plus on mange un cabri salé à la fin. Écoute, ma foi, c'est agréable, donc on va vous accepter, c'est très bien. Voilà, par contre, on ne marchera pas dans le feu, mais encore que, du coup, t'as des gens, comme, je crois que Daniel Warwick fait ça. Oui, complètement. Mais il fait la marche sur le feu, alors que c'est un gros yab déo, quoi. Il est converti, entre guillemets, pas converti chez les Malbars. Mais certes, mais tu as, en fait, après, même dans ces musiques, il y a énormément de sonorités de ce qu'on entend dans les prières tamoules, quand le prêtre chante, les sonorités des instruments de musique, tu vois, qu'on peut entendre au temple aussi. Et même battement tambour, ça, de Daniel Warou, on entend à mort ça. Et puis c'est mêlé à ce service cabaret, finalement. Et tu vois, ce mix... Toi, tout est mixé, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est peut-être ça, être créole réunionnais. C'est ce mix, en fait, entre toutes ces croyances, toutes ces religions, toutes ces cultures. Ouais, c'est qu'il n'y a pas trop de sens, il n'y a pas trop de règles fait, à suivre. Et pourquoi, en fait, avoir des règles? C'est ça la question. Parce que si ça nous permet de vivre ensemble, pourquoi on va se casser la tête à avoir des règles? Oui, un tel, moi je parle pas avec un tel, moi je fais pas avec un tel, moi je fais pas ci, moi je fais pas ça. Machin. En fait, même au niveau religion, tu vois, quand tu regardes... les Malbars, des fois je voyais des trucs assez lunaires, tu vois, quand tu repenses après tu fais mais c'est trop bizarre. Tu vois, tu vas voir un Malbar qui va mettre le front par terre comme on fait au temple, devant Saint-Expédite, tu vois, devant l'église. Tu vois, et en fait, c'est parce que ça n'a pas de sens. Je crois que ce qui compte le plus, c'est la foi, point. Mais c'est ça, exactement. Il y a un truc c'est le dénominateur commun, en fait, de tout ça, c'est la foi. Et à partir du moment où tu as la foi, tu pioches dans tout ce que tu as besoin. Moi, personnellement, je pioche dans la culture chinoise, par exemple, parce que je suis commerçant. Moi, les Chinois, c'est un peu mes modèles, tu vois, j'ai envie de me dire. Tu sais, par exemple, j'ai un manikineko. Tu sais, les manikineko, c'est les petits chats qui balancent la patte comme ça, là. C'est japonais à la base, mais on va dire que c'est asiatique. Mais ça, c'est un symbole de chance, en fait. Si tu as un manikineko sur ton marché, sur ton stand, tu vas mieux vendre. C'est une croyance. Mais tu vends mieux du coup je vends moins bien quand j'oublie mon manikineko. Voilà. Il y a manikineko. C'est psychologique. C'est peut-être psychologique, mais c'est la foi. C'est une sorte de foi. C'est machin, le Guandi aussi. Guandi, tu sais, c'est le général Guandi là qu'on fête une année sur deux là. Guandi, moi j'ai une statuette de Guandi. Je lui demande de me porter chance et tout. Et voilà, c'est ça en fait être créole réunionnais finalement. Et là, effectivement, quand tu parles à Saint-Expédite, lui c'est très drôle en fait parce que tu as les Malgaches, les Indiens, Chinois, je sais pas, mais en tout cas, tu as les Indiens, les Malbars et les Malgaches, c'est Suède, évidemment, Yab, tout ça, Kaf, qu'ils prient Saint-Expédite. Mais tu le trouves à des endroits complètement improbables. Voilà, à côté d'un hôtel malgache, par exemple. Moi, j'ai déjà vu ça. Et en fait, Saint-Expédite, c'est, voilà, les gens, on pense tellement qu'il est efficace, en fait. Voilà, Saint-Expédite, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un saint, c'est le saint des causes perdues. Donc de l'Église catholique à la base, qui n'est plus reconnu par l'Église. Et en fait, à partir du moment où tu lui fais une offrande, tu lui promets une offrande contre un souhait, en fait, mais qui peut être bon ou mauvais. C'est pour ça que l'Église est un peu détachée de voilà. Et en fait, ça. C'est des trucs bizarres devant Saint-Expédite. Oui. Mais du coup, son culte perdure parce que moi je pense que c'est essentiellement le permis et le bac qui fait que ça perdure dans le temps. Parce que je pense que les parents ils disaient on va déposer quand même quelque chose devant Saint-Expédite parce que vu les résultats du bac là, vu le bac blanc c'est un peu chaud quand même. Le permis c'est catastrophique donc on va quand même machin. Et donc des fois ça arrive souvent que tu trouves des plaques A devant à côté des chapelles Saint-Expédite. C'est fou. Et en fait c'est comme ça que ça perdure dans le temps. Mais donc les autres communautés, ils se disent bon on va pour accentuer
ce qu'on demande, on va quand même mettre un petit zeste explicite. Ah, ça peut aider, voilà. Donc en fait c'est ça, et c'est toute cette pour moi, j'appelle ça un mix des religions en fait. Ouais, complètement. C'est un mix des religions et où le dénominateur commun c'est la foi. Et en fait voilà. Donc, on va parler de la langue, en fait, la langue créole, qui selon toi est ce qui nous lie en fait. C'est ça. C'est en fait pour moi c'est le ciment du vivre ensemble le réunionnais. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est la langue commune qu'on a tous, chinois, arabes, malba, yab, kaf. On a cette langue commune et on arrive donc à communiquer. À partir du moment où tu peux communiquer, tu te tapes pas dessus en fait. C'est un principe de base. Hein, et si le monde entier, on pouvait communiquer tous, en fait, on se taperait moins dessus. Et en fait, le créole réunionnais, il est né de tous les peuples qui sont venus. Il est unique parce que notre histoire elle est unique aussi. Donc en fait, déjà de par la langue, on a cette spécificité. Ça se voit aussi dans la différence qu'on peut avoir au niveau de notre manière, dans nos luttes par exemple aussi. On lutte différemment que les Antilles, la Calédonie, la Polynésie, parce qu'on a une histoire propre. Et ça, faut bien le comprendre ça. Mais donc voilà, donc le créole réunionnais est très important. C'est pour ça qu'il faut le transmettre. Il faut absolument pas le dénigrer parce que c'est une langue. Le créole réunionnais est une langue, mais qui se structure au fil du temps. Elle est très jeune. Elle a 300 ans. À peine. Hein. Et en fait, elle se structure. Et pour qu'une langue se structure, il faut qu'elle soit écrite. Et pour qu'elle soit écrite, il faut qu'il y ait une graphie uniforme. Et là, moi je suis auteur, donc j'essaye de faire ce travail-là, d'écrire un créole structuré avec une graphie unique. Et en fait, il faut que tout le monde fasse la même chose, pour moi. Et à partir du moment où elle est écrite, la langue est légitimée. Voilà. Et donc voilà, donc ça c'est hyper important. Et aussi, ça a été prouvé que des enfants qui ont plusieurs langues, qui parlent plusieurs langues quand ils sont petits, ils vont avoir plus de facilité avec les langues plus tard. Donc, dire aux parents réunionnais, apprendre créole de Marmaille, ou de Marmaille n'aura plus facilité à apprendre l'anglais derrière. Ou le cantonais, le mandarin, le japonais. Et je crois que ça vient aussi d'un traumatisme aussi de notre génération de nos parents, quoi, qui ne savaient pas trop parler français à l'époque, et à l'école qui, du coup, galéraient un petit peu plus que nous, quoi. Oui. Et c'est vrai que c'est devenu une croyance que... nous, il ne fallait pas parler créole à la maison. Et je pense qu'il y a beaucoup de créoles comme moi, tu vois. Oui. Et je suis complètement d'accord avec toi. C'est que c'est pas parce que tu apprends à ton maman à causer créole que ça va lui desservir, en fait. Ça ne le si toi-même tu peux switcher en fait entre les deux, ça ne devrait pas poser problème pour moi. C'est ça. Donc non, c'est une richesse. C'est une richesse. Et oui, après, ça vient des traumatismes. Ça vient aussi peut-être du manque de confiance aussi qu'on a structurellement. Parce que ça, il faut en parler aussi. Mais dans la Réunion d'aujourd'hui, en fait, beaucoup ont réussi à prendre leur place, tu vois. Tu as le chinois, l'indo-musulman, le malbar, les descendants des gros blancs, tout ça, les oreilles aujourd'hui. En fait, mais il y a deux catégories de population pour moi qui ont beaucoup de difficultés à trouver leur place. C'est le yab, mais encore plus le kafre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, de notre histoire, comme je disais tout à l'heure, le yab, il a été poussé dans les hauts. On a fini par leur dire, vous n'êtes capable de faire que de faire de l'agriculture, pardon. Et en fait, vous ne pourrez rien faire d'autre. En plus, donc on les a stigmatisés, on les a mis plus bactères. Les yabs ont fini par perdre confiance en eux. Et alors qu'ils ont des idées incroyables, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent en fait, parce qu'encore une fois, on a des gènes de fous et en fait, on peut faire tout ce qu'on veut. Le CAF, c'est pareil. Le CAF, lui, c'est encore pire dans le sens où on l'a traité d'animal en fait. On a dit que ses ancêtres étaient des animaux. Donc, va te construire avec ça. C'est difficile en fait. Donc, ils sont ultra traumatisés, mais il faut qu'ils dépassent ces traumatismes, qu'ils se reconnectent à leur gène de force finalement pour prendre leur place et arrêter. Et si certains parmi les communautés CAF ou YAB envie d'entreprendre, entreprends. Ne te dis pas, tu peux pas parce que j'ai pas ci, j'ai pas ça. On a tous et toutes nos types d'intelligence. On est tous forts dans plusieurs domaines. Et en fait, on peut le faire, mais il faut qu'on se donne les moyens. Et si on ne prend pas notre place, d'autres la prendront pour nous.
et on restera sur le bord de la route. Complètement. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire ça doit venir réunionnaise. Des blessures transgénérationnelles. Ça vient des blessures transgénérationnelles, ça vient de nos traumatismes, voilà. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut apprendre à vivre avec ces traumatismes, mais il faut surtout prendre conscience encore une fois, qu'on a des gènes de force et de résilience et qu'il faut qu'on les active un petit peu. Tu vois. Et à partir du moment où on les active, je donne toujours l'exemple de Daniel Waro, parce que Daniel Waro, pour moi, c'est un yab que la juge du Maloya, en fait, il a voulu faire connaître sa musique dans le monde entier, enfin faire connaître le Maloya dans le monde entier, et il a réussi. Et c'est jamais dit à aucun moment, oui, mais moi, c'est un petit yab déo, mais ça n'est pas arrivé. Non, il y est allé parce qu'il était porté en fait. Mais je pense que Daniel Waro, et je le sais, il connaît son histoire, il sait d'où il vient. Et ça, c'est déterminant. À partir du moment où tu connais ton histoire, ça te rattache à ta culture, tu as envie de la protéger, tu es fier de qui tu es, et là, tu es porté en fait. Et tu peux faire tout ce que tu veux. Oh, c'est une belle conclusion là, enfin, sur Daniel Waro. Voilà, c'est ça. Et donc, tout à chacun, nous a ça en nous et il faut nous laisser notre potentiel s'exprimer. En fait. Voilà. Il y a ça, et puis il ne faut pas se dire que ça va rester tout le temps comme ça non plus, se vivre ensemble. Bien sûr. Ouais. Là, on revient sur le vivre ensemble, mais ça, il faut. Il n'est pas... Une petite alerte là-dessus parce que vraiment, ça, c'est quelque chose qui me fait peur pour le futur. Ouais, c'est quelque chose dont je suis tellement fière. Et en même temps, c'est un peu stressant quand tu vois tout ce qui se passe à La Réunion. C'est en train de devenir un peu plus communautaire qu'avant, j'ai l'impression. Alors que, non, notre truc, c'est le vivre ensemble et il faut qu'on conserve ce truc-là. On ne sait pas à qui, en fait. Après, je pense que c'est beaucoup les médias, c'est beaucoup tout ça qui vont faire circuler la peur en fait. À partir du moment où tu as peur, tu as tendance à te recroqueviller et à rester dans ton coin avec ta communauté, et machin. Donc il ne faut pas céder à la peur. Mais oui, le vivre ensemble, en fait. Je ne sais pas s'il y a que de la peur. Pour moi, c'est aussi comme pas des sectes, on ne va pas parler de ça, parce que tu vois, quand tu te mets dans un groupe, c'est pas la peur qui fait que tu vas pas ailleurs, enfin c'est pas que ça en tout cas. C'est se monter les uns contre les autres, entre nous, enfin tu vois ce que je veux dire. Même, regarde, au niveau politique, les politiques ils se servent de ça en fait, c'est simple. En gros, les politiques, soit tu utilises la raison des gens, soit tu vas faire appel à la raison des gens, ce qui est rare, il ne faut pas se le cacher, soit tu vas faire appel aux émotions des gens, à la peur et à la colère. Oui, mais un tel, il va nous voler notre travail, mais un tel, il va nous faire du mal. Et donc, en fait, il faut dépasser ça. Donc, effectivement, encore une fois, le vivre ensemble, connaître son histoire, connaître sa culture, se rattacher à elle, être fier de qui on est. Et à partir de là, il ne disparaîtra pas. Et avoir cette ouverture d'esprit sur les autres communautés et le partage. Voilà. Magnifique. Voilà. Merci beaucoup, Loïc. Merci à toi. On va conclure sur ces belles paroles de vivre ensemble. Merci beaucoup, merci pour ton travail aussi. Tu as un guide qu'on va mettre à l'image. Alors moi donc j'ai mon livre T'es mon pays, donc qui raconte tout ça, qui parle de tout ça, qui est vendu un peu partout. Et puis j'ai mes visites sous le nom des Histoires Bourbon. Voilà, donc les gens peuvent me trouver sur Facebook, Instagram. Franchement, prenez-le parce que vraiment, on peut l'écouter pendant des heures, Loïc. En plus, on en apprend toujours plus à chaque fois sur plein de domaines différents. Donc, merci. Et le but étant de transmettre tout ça et pour qu'on avance plus sereinement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour ce deuxième épisode.